Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur Michel Jean dans l'espace virtuel de la Bibliothèque de Belleuil. Bonjour Michel. Salut, bonjour, bonjour tout le monde. Alors Michel, vous êtes un journaliste, un auteur très apprécié de nos usagers. Ils nous ont fait parvenir de nombreuses questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête à y répondre? Ouais, C'est écoute. parti. C'est parti. Donc François aimerait savoir ce qui vous a amené à ajouter une carrière d'écrivain, donc à celle que vous aviez déjà comme journaliste. C'est une bonne question parce qu'on me demande souvent ça parce que j'ai commencé tard à écrire. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais convaincu que j'écrirais. D'abord, je suis un lecteur. Moi, depuis jeune, là, je veux dire, quand j'étais jeune, ma mère me lisait mes livres d'histoire, puis je les savais par cœur, puis j'étais capable de faire comme si je les lisais, même si je ne savais pas lire. OK. Donc, tu sais, jeune, j'étais passionné par les livres. Je me souviens qu'en deuxième année, on lisait des livres. J'ai toujours lu, puis beaucoup. Puis j'ai toujours pensé que j'écrirais, mais à un moment donné, tu sais, comme on écrivait des nouvelles au secondaire ou au cégep dans nos cours, puis moi, j'avais toujours un top note. Dans ma tête, tu sais, c'était clair. Ouais. À un moment donné, j'étais rendu à 40 ans, puis je me souviens, je travaillais à Radio-Canada, j'étais journaliste à l'émission Le Point. J'étais dans la salle de nouvelles, il était 19 h le soir, j'étais tout seul encore. OK. Je me dis, coudonc, j'ai jamais écrit. Tu te dis, Ouais. ça fait partie des affaires qu'on pense qu'on fait quand on est jeune puis qu'on fait jamais. Puis je me suis dit, écoute, j'ai été happé par le journaliste. Ça m'a pris toute mon énergie pendant longtemps. Fait que j'ai comme pas eu l'énergie à l'époque. Et quand je suis arrivé à l'émission JE, moi, je suis arrivé puis on voulait changer le mandat de l'émission. Tu sais, ça a longtemps été on court après des bandits. Puis ça. Là, on voulait faire une émission d'enquête, une émission de consommation. Puis on avait de la difficulté à changer dans l'esprit des gens. Tu sais, c'était quoi? Pour les gens, c'était encore on court après ce qu'on appelait nous autres des crosseurs. Puis moi, j'étais un peu tanné de ça. Fait que j'ai dit, tiens, on va faire un guide de consommation. Ça a donné le livre JE, le guide de survie du consommateur québécois, qui était fait à partir des plaintes qu'on avait des gens qui écoutaient l'émission. J'avais écrit ça avec les deux recherchistes de l'émission à l'époque. Puis après ça, mon éditeur m'a proposé un livre qui n'a pas marché, mais qui m'a donné l'idée d'Envoyé spécial, qui est à partir d'histoires que moi j'ai vécues personnellement. Ça me donne un peu une idée du travail des envoyés spéciaux. Mais chaque chapitre est une histoire, une vignette, si on veut. OK. Puis après ça, il y a un premier roman qui était avec un personnage de journaliste qui se passait en Haïti, un pays où j'avais été. J'avais incorporé des éléments comme Jean-Bertrand Aristide que j'avais interviewé là-bas. Oui. Puis après ça, ça a commencé. Puis une fois que j'ai eu commencé, c'était lancé. Tu sais, puis j'ai plus jamais arrêté après ça d'écrire. Est-ce qu'il y a Véronique, elle veut savoir, est-ce qu'il y a des similitudes vraiment entre le métier d'écrivain et celui de journaliste, par exemple, au niveau de la recherche? C'est deux métiers complètement différents, mais qui ont en commun le fait, un, d'écrire, deux, de transmettre de l'information dans bien des cas, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, moi, c'est sûr que le fait d'avoir été journaliste pendant longtemps puis de l'être encore, pour la recherche, ça m'aide beaucoup. Je veux dire, dans un livre comme Cocoon, je suis jamais allé, moi, sur la rivière Péribonka que je décris ou tout ça, mais je suis capable de trouver, de chercher des... Tu sais, j'ai réussi à trouver des blogs de voyage de touristes européens qui ont descendu la rivière en kayak, qui ont fait des films que j'ai regardés assez pour avoir assez d'images pour être capable de décrire. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, comme quand je fouillais, par exemple, pour écrire un roman sur les pensionnats autochtones, tu sais, c'est la même démarche journalistique, la recherche, pour ça que pour un reportage ou un documentaire. Donc, de côté recherche, le journaliste, ça m'a beaucoup aidé. Puis souvent, ça me permet d'ajouter des éléments, peut-être, que je n'aurais peut-être pas le réflexe de faire. L'autre chose qui m'aide, c'est que quand tu es un journaliste, les gens TV, les gens l'oublient souvent, mais on écrit beaucoup. Ah oui. Tout ce qu'on dit est écrit. Quand vous écoutez TV à 18 h la fin de semaine, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. À LCN, on improvise beaucoup, mais dans les bulletins de nouvelles, tout ça, c'est écrit parce que le temps est tellement serré que tout est scripté pour avoir le temps de rentrer. C'est une écriture qui est très difficile aussi parce que si c'est bien écrit, tu ne te rends pas compte que c'est écrit, la personne parle. C'est comme dans un film. Tout à fait. Les gens au cinéma, là, tout est écrit. Ouais. Donc, ça fait longtemps que j'écris. Puis écrire pour la télévision, c'est contre nature parce qu'on a appris à écrire, pas pour dire. On se bat toujours contre ça. Et l'autre affaire, c'est que donc ça développe le muscle d'écrire, même si ça ne veut pas dire que je vais bien écrire, mais ça fait aussi que tu développes la capacité de raconter une histoire parce qu'un reportage, c'est une histoire. Même si encore, c'est différent, mais le principe reste là. Et surtout dans mon cas, c'est que ça fait en sorte que je suis capable d'écrire dans n'importe quelle situation. Dans mon cas, moi, c'est important parce que comme je travaille,
J'écris le matin, je traîne mon laptop quand on a le droit d'aller dans des cafés pour écrire dans un café. Je suis capable d'ouvrir mon ordinateur et commencer à écrire tout de suite. Je n'ai pas obligé d'attendre que l'inspiration arrive. Ouais. Parce que quand tu travailles dans une salle de nouvelles, tu reviens à la station, puis 4h30, 5h, puis ton reportage est pour 18h. Tu as 10-15 minutes pour écrire ton topo. C'est ça. Comme disent les Américains, don't make it pretty, make it by 6. Donc, tous ces éléments-là ensemble font que ça me permet de développer des aptitudes ou des habitudes qui m'aident. Mais faire un reportage et écrire un roman, c'est complètement deux univers, mais qui ont des éléments en commun quand même. Bien, vous parliez de Cocum, donc ça m'amène à la question de Solange. Donc, c'était quoi dans le livre Cocum, c'est quoi la part de fictif puis la part de réel là, dans le livre? Bien, ce qu'il faut dire d'abord dans Cocum, c'est que je ne voulais pas raconter l'histoire d'Almanda, Thomas, les Siméon. C'était pas ça mon but. Okay. Le livre raconte ça. Mais moi, avant d'écrire, il y a toujours le propos. Qu'est-ce que je veux dire? Ça vient avant l'histoire. Dans ce cas-là, j'entendais souvent les gens dire que j'avais l'impression que les gens pensaient que les Autochtones avaient toujours vécu sur les réserves. Alors que moi, je suis né à Alma, ma grand-mère est née dans le bois. C'est récent. Puis aussi, les gens jugent souvent dans les communautés autochtones. C'est vrai que dans plusieurs, il y a des problèmes sociaux, il y a toutes sortes de trucs qui se passent, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des causes à ça. Fait que je voulais raconter ça, les causes, comment les gens se sont retrouvés. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser l'histoire d'Almanda, de Thomas et tout ça. Alors, pour réécrire cette histoire-là, je l'ai faite le plus vrai possible. Mais je n'ai pas la prétention d'écrire une biographie. Ce que j'ai voulu faire, c'est, donc, ce que je sais, par exemple, comment elle a rencontré Thomas. J'ai compté donc sur des témoignages de gens de la famille, ma mère, mes tantes, mes cousins. Mais j'ai eu la chance aussi, Anne-Marie, la sœur aînée d'Almanda, à un moment donné, dans les années 90, au Lac-Saint-Jean, ils ont publié un livre avec des témoignages d'anciens. Un ancien notaire, un ancien curé, une ancienne autochtone. Puis celle qu'ils ont choisie, c'est Anne-Marie. Donc, elle raconte beaucoup de sa jeunesse. Elle raconte comment sa mère lui a raconté sa rencontre avec son père. Elle raconte la scène, par exemple, de la Drave, quand ils arrivent à la rivière, qu'ils ne sont pas capables de la remonter. Mm-hmm. C'est pas arrivé exactement avec les mêmes personnes que dans le roman, mais c'est arrivé comme ça, par exemple. Elle l'a vécu comme ça. Donc, j'ai pris ça, j'ai changé certains des personnages pour rendre ça plus crédible. Alors, la scène, par exemple, avec Duplessis, ben ça, c'est elle qui l'a raconté à ma cousine. Okay. Elle a raconté à ma cousine l'histoire des gens qui se faisaient frapper, des trottoirs, puis qui est allée à Québec, puis qui a débarqué, puis qui est restée là jusqu'à ce que Duplessis accepte de la voir. Mais tout le reste, là, le voyage en train, comment elle vit là-bas, tous ces trous-là, je suis obligé de les boucher avec la fiction. Alors, il y a beaucoup d'éléments vrais, mais il y a une portion quand même de littérature autour. La réaction des membres de votre famille quand ils lisent vos romans, c'est quoi? C'est ce que Benoît veut savoir, dans le fond, vu que, dans le fond, c'est inspiré de la vie de votre famille, vos ancêtres, etc. C'est assez bizarre, Benoît. Ah oui? Au départ, je me suis dit tout le monde va être vraiment content. Puis, il n'y a personne qui n'est pas content. OK. Mais mes tantes sont contentes et tout. Mais ça reste des sujets, j'ai l'impression, qui sont encore difficiles pour certains. C'est comme on le voit quand, par exemple, on va à Alma, puis je raconte comment ma grand-mère, ma mère ont vécu, comment ils étaient regardés croche, entre guillemets, etc. Fait que, comme eux autres, ils n'ont pas le même rapport à ces histoires-là que nous, on a maintenant. J'ai beaucoup de mes cousins et cousines plus jeunes qui, eux, sont très contents parce qu'ils sont comme moi. C'est-à-dire qu'on avait toutes ces questions-là, mais on avait peu de réponses. Fait que je suis comme celui qui apporte un peu l'éclairage sur des questions. Donc, dans ce sens-là, les gens aiment ça. Ma mère, elle n'aime pas tellement quand je traite des sujets autochtones souvent parce que justement, pour elle, c'est lié à des souvenirs qui ne sont pas nécessairement quand tu étais jeune, etc. Mais en général, les gens sont contents. Mais tu sais, en même temps, comme je dis, moi, je n'ai jamais la prétention de raconter exactement tout ce qui est arrivé parce que, puis je dis toujours que ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde, de la famille aussi. Donc, je ne veux pas m'approprier ça et ça. Mais à Machetoyache, les gens sont très contents, je pense, qu'on raconte l'histoire. Ça c'est un fait. J'en doute pas. Le roman Cocum, il a remporté le prix littéraire France-Québec. Et Danielle, elle veut savoir, c'est quoi les impacts de remporter un tel prix? Ça, il y en a eu beaucoup, Daniel, quand même. Okay. Cocum est sorti en 2019. Au Québec, il a été finaliste pour 0 prix littéraire. Okay. Il n'a même pas été finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le premier critère, c'est d'être un auteur originaire de la région. Il n'a pas été retenu pour ça. Et il est paru en France. Là, il a été finaliste au prix France-Québec.
Il était finaliste au prix Jacques Lacarrière, qui est un prix où j'étais le seul auteur non français de France, si on veut. Ouais, Puis il était finaliste au prix Vliet, qui est remis par la communauté de critiques sur Instagram, qui est très forte en France, où j'étais le seul auteur qui n'était pas un auteur français. Puis Cocum a gagné le France-Québec et le Vliet. Puis quand on a gagné le France-Québec, qui était le premier qu'on a gagné, je veux dire, il y a eu un boom incroyable. Puis là, j'ai fait tout le monde en parle. Donc, je m'attendais à ce que le prix fasse vendre, etc. C'est sûr, on en parle. Tu sais. Mais après, tout le monde en parle, il s'est passé comme quelque chose que même moi, j'avais sous-estimé et pas... tu sais, pendant l'émission, les gens de la production me disaient « Wow, il se passe de quoi, là, la réaction sur les réseaux sociaux? C'est fou. Là. Même nous autres, on n'a pas vu ça souvent. Là. Ah ouais, il me semble que, tu sais, on a juste parlé, là, tu sais, je veux dire. Puis, mais je pense que le livre est arrivé aussi à un moment où c'était après ce qui est arrivé à Joyce et Chacoan. Je pense que les gens avaient une soif de comprendre à ce moment-là. Puis qu'il y avait comme un match parfait qui se faisait. Puis que les Québécois ont eu quand même un coup de cœur pour le livre. Tu sais, le livre, c'était bien vendu. Personne n'en a parlé pratiquement quand il est sorti. Il y a eu un article de Marie-France Bonnet dans le Journal de Montréal. Mais tu sais, personne n'en a vraiment parlé. Mais le bouche-oreille a fait en sorte qu'on en a vendu 5500, ce qui était comme déjà mon livre le plus vendu. Tu sais, c'était un best-seller. Oui. Mais après ça, ce qui est arrivé, c'était plus gros. Là. Tu sais, on est 6 mois plus tard maintenant, pratiquement. Puis il est encore au palmarès, tu sais, dans les 10 premiers. Fait que, tu sais, chez Renaud Bré que j'ai vu, puis chez les libraires, fait que tu te dis, wow, tu sais. Alors, est-ce que tous les prix ont toujours le même impact? Je pense pas. Mais je pense que pour Cocum, la concordance des éléments dont je parlais tantôt ont fait en sorte que ça a eu un impact majeur, vraiment important. En fait, je ne pense pas qu'on se parlerait même là si ça n'avait pas eu le prix, parce que le livre avait un succès, ça, mais ça a comme révélé à un public plus large, dans le fond, cette histoire-là, qui, après, il faut que les gens aiment le livre. Tu sais, par contre, si je te dis de lire et tu ne l'aimes pas, ça va retomber. Donc, il faut que les gens aiment, puis c'est l'amour du public qui va porter le livre après. Et, Mélanie, elle veut savoir, est-ce que vous travaillez sur un projet d'écriture d'un autre roman présentement? Oh oui. Bien là, sort le 5 mai un recueil collectif qui va s'appeler Wapke, que je dirige. On est 14 auteurs autochtones. C'est des textes d'anticipation des dystopies. Donc, on est dans le futur. Il y a des auteurs connus comme Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, Élise Sapi-Isaac, que les gens découvrent. Marie-André Gill, dont les gens connaissent peut-être la poésie, qui est une auteure Innu de chez nous, à Mashpeliash. Puis il y a des nouvelles voix aussi qui sont très bonnes, là, qui ont écrit des textes, Cindy Weil, Katia Bacon, puis Janice Ottawa. Ça sort donc le 5 mai. L'automne prochain, là, je suis en train, là, ce matin même là, qu'on enregistre ça, je suis encore en train de travailler sur la révision. Je dois remettre pour le début du mois de mai un manuscrit. Donc, ça va être un roman qui va se passer en milieu urbain. Okay. Donc, on va être avec les Autochtones en milieu urbain maintenant. On est loin de l'ambiance de Cocum et de l'univers de Cocum, mais ça se passe beaucoup dans le secteur du Square Cabot, à Montréal, où il y a beaucoup d'itinérants, mais pas que des itinérants. Donc, ça va être vraiment... Et donc, ça, je suis en train de le finir. Parfait. Et Christine, elle veut savoir, c'est quoi les titres des livres qu'il y a sur votre table de chevet présentement? Moi, je vais avouer que c'est ainsi, après, je lis le moins parce que je suis tellement dans un rush d'écriture incroyable. Mais j'ai acheté le dernier Delphine de Vigan, que j'ai bien l'intention de lire parce que c'est un auteur que même si les critiques sont pas si dithyrambiques, parce que c'est quelqu'un... c'est bien les enfants en roi, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, parce que moi, je trouve que ce qu'elle écrit, c'est quelqu'un qui a une plume incroyable. J'ai aimé Noé et moi, j'ai aimé ses 3 derniers romans vraiment beaucoup, là. Récemment, j'ai même relu récemment, la semaine passée, là, le livre de Joanne Seymour, Le goût de l'élégance, que j'ai beaucoup aimé, pas parce qu'elle parle de Cocum dedans, mais parce que c'est un roman qui... Moi, je déteste l'expression des romans, des livres qui font du bien. Là. Si tu veux m'éloigner d'un livre, parle-moi d'un livre qui fait du bien. Moi, non, ça, j'aime pas ça. Mais ça, c'en est un. OK, c'est bon. Parce que y a comme un enchantement dans ce livre-là, puis il y a une élégance dans la structure, l'écriture, que j'ai beaucoup aimé. Je viens de lire aussi le livre de Lucie Pagé, Marie Lumière, oui.
c'est un peu fucké parce que on parle de médecine douce, tout ça, qui sont pas vraiment mon genre. Mais j'aime la manière qu'elle a de défendre ses idées à travers ses romans, puis de créer des ambiances qui sont le fun. Puis là, sinon, j'ai jamais lu Chouni de Naomi Fontaine. Ouais, OK. Qui est dans mes dans les livres que je vais lire au cours des prochains jours. Okay. J'ai lu le dernier livre de Marie-André Lafont qui s'appelle, son dernier roman, c'est Le Fils ou quelque chose comme ça. Ah, Marie-Hélène Lafont. Oui, exactement. Son dernier roman que j'ai commencé à lire. Alors, c'est ça qui sont mes livres récents et les livres que je lis. Et en conclusion, France, elle constate que vos romans permettent d'être plus conscients de la réalité amérindienne et aimerait connaître vraiment votre avis sur les autres moyens d'améliorer leur sort au Québec. Ça, c'est une grande question. C'est vrai que merci de dire que mes romans aident à la compréhension parce que c'est une partie de la raison pour laquelle je les écris. Tu sais, on me demandait tantôt c'est quoi la différence entre le journalisme puis l'écriture. C'est quand j'écris en journalisme, mes goûts à moi importent peu. Les sujets qui sont dans le bulletin du 18h le dimanche que j'anime, ça n'a aucun rapport avec ce que moi je trouve le fun. Okay. C'est ce que les gens ont besoin de savoir. Tu sais, c'est l'intérêt du public. C'est quand on parle d'intérêt public, c'est ça. C'est que les gens aient ce dont ils ont besoin d'avoir puis le mieux qu'on est capable de leur donner. Moi, mes préférences ne comptent pas. Quand j'écris un roman, c'est le contraire. Je ne me préoccupe pas du goût du public. Je me préoccupe de mon goût à moi. Donc, à la base, c'est une démarche qui est plus personnelle, on va dire. Et la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que quand j'écris, c'est vrai que ce que je veux faire, c'est permettre aux gens de comprendre souvent les questions autochtones, notamment. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, ces questions-là sont assez délicates, les gens connaissent peu, puis c'est pas de la faute des gens, les choses sont comme ça. Moi-même, j'ai dû me battre pour en savoir davantage sur toutes ces questions-là. Ouais. Puis même les Autochtones, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas de notre passé parce qu'on va dans les mêmes écoles que les autres. Puis on est coupé de la culture. Alors, ce que je disais, c'est qu'on est coupé de la culture orale. Alors, moi, quand j'écris, j'espère qu'à travers les personnages, les gens sont touchés. Puis, ce que ça veut dire, c'est que si j'essaie de te convaincre de quelque chose avec un argument, tu as toujours un argument, on peut discuter longtemps, puis ultimement, si j'ai des bons arguments, je peux te boucher. Ça ne veut pas dire que je vais te convaincre de quoi que ce soit. Tandis que dans un roman, tu vis à travers les personnages, les émotions, tu es dans l'histoire, tu es dans le canot, tu es à le mandat. Tu ressens ce qu'elle ressent quand elle voit la rivière. Je ne suis pas obligé de te le dire qu'est-ce que ça fait. Tu le sens. Ça, c'est la force de la littérature, c'est qu'on ressent les choses. Parce qu'on est dans l'histoire quand ça marche, quand le roman marche. Alors moi, j'essaie à travers justement mes histoires d'amener les gens vers ça. Maintenant, régler les questions, il faut que les gens comprennent que ça va être long. Parce que ça fait des générations que les situations sont difficiles. On le réalise maintenant, mais tu sais, la question des pensionnats autochtones a laissé des cicatrices là, profondes là, qui ne se règlent pas en criant ciseaux. Ça va prendre plus qu'une génération. Il faut falloir aussi que quelque part, les Québécois, les Autochtones, tout le monde s'entende sur un certain partage du territoire plus que comme on le fait maintenant. C'est-à-dire que, je veux dire, les Autochtones ont fait des projets, coupe de bois, hydroélectriques sur leur territoire sans leur demander leur avis depuis toujours. Ils ne bénéficient pas de l'exploitation des ressources sur leur territoire. Il faut qu'un jour, ça se fasse. Hein. Je fais ça là-dessus, mes Autochtones, pour éviter, pour les sortir de la dépendance par rapport à l'aide gouvernementale. Ça, c'est mon avis. Mais tout ça va prendre du temps. Mais la clé, c'est l'ouverture. Puis moi, je pense que l'ouverture, elle est là. Tu sais, moi, dans mes romans, je n'essaie pas de faire sentir les gens coupables parce que les gens n'ont pas à se sentir coupables. J'essaie juste de leur montrer, mettre la lumière. C'est un peu comme quand je suis en journalisme. Souvent, nous, notre job, c'est je rentre dans une pièce, j'allume la lumière et là, vous vous rendez compte qu'il y a des coquerelles sur les murs. Alors, il y a deux options pour se débarrasser des coquerelles. Soit on tue les coquerelles, soit vous fermez la lumière. Moi, j'ouvre la lumière, vous autres décidez ce que vous faites avec les coquerelles après. Mais dans les romans, c'est un peu la même chose. Moi, je montre les situations, puis après ça, je fais confiance aux gens. Je tiens vraiment à vous remercier, Michel, de votre générosité, de votre gentillesse pour cette entrevue. Merci aux lecteurs, aux lectrices qui nous ont envoyé des questions. Les romans de Michel Jean sont disponibles en librairie et bien sûr, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque de Belleuil.
Merci beaucoup, Michel. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup, puis merci à tout le monde de me lire. Vous savez que c'est le plus beau cadeau à faire à un écrivain, ça, lire son livre. Yes. Bonne journée à tous.